C'est un problème de santé publique majeur en Nouvelle-Calédonie, les addictions à l'alcool, au tabac, au cannabis ou à d'autres substances. Comment en est-on arrivé là? Comment faire pour s'en sortir? Quelles conséquences dans le quotidien des consommateurs? Ça vous parle, c'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue. C'est un triste record que détient la Nouvelle-Calédonie. Qu'il s'agisse des consommations de tabac, d'alcool et de cannabis, les Calédoniens ont des niveaux de consommation largement supérieurs à ceux mesurés en France. En matière d'alcool, par exemple, l'expérimentation est massive dès 17 ans et l'usage quotidien 2 fois supérieur à celui de la métropole. Pour en parler ce soir, Grégoire Thibouville, psychologue clinicien. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Au cours de l'émission, vous entendrez des témoignages que nous avons recueillis. Quantité, âge de la première consommation, fréquence, des Calédoniens ont accepté de se livrer. Alors, comment faire pour réduire ou stopper sa consommation? Ma collègue Marie Gwenaël nous présentera les dispositifs qui existent au pays. Bonsoir. Et dans un tout autre registre, elle nous donnera 3 infos insolites à ce sujet. Et pour terminer, on passera en cuisine avec une recette du chef Alphonse Cochet qui met à l'honneur le troca. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Ça vous parle. Pour lancer la discussion, j'aimerais que l'on fasse un peu de pédagogie sur le vocabulaire. Grégoire Thibouville, quand on parle d'addiction, de quoi s'agit-il exactement ? C'est concrètement une dépendance très forte, soit une substance, un toxique, voire un objet qui peut être par exemple les écrans ou autre. D'accord. Alors on entend les termes addiction et conduite addictive. Est-ce qu'il y a une différence ? Si on rajoute le mot conduite, on pourrait dire que c'est plutôt la dimension comportementale qui va être ciblée. Donc c'est bien sûr interlié, les deux mots sont liés, mais il y a une dimension plus comportementale sur la conduite, c'est-à-dire la manière dont on va agir avec les produits. D'accord. Alors pour poursuivre la discussion, je vous propose que l'on écoute un premier témoignage. Marie Gwenaël, tu as reçu un témoignage. Et oui, il s'agit du témoignage de Danielo, âgé de 50 ans. Il consomme du tabac et du cannabis. Il a accepté de partager son histoire avec nous. On l'écoute. Moi, personnellement, je suis accro. Dans les ambiances, dans les fêtes, dans les rassemblements. J'ai commencé à fréquenter les plus vieux que moi. C'est eux qui m'ont entraîné dans ce genre de pratique. Et je les ai suivis à l'âge de 12-13 ans. Grégoire Thibouville, on entend dans ce témoignage qu'il a commencé à l'âge de 12-13 ans. Est-ce que c'est un âge où on est particulièrement vulnérable ? Alors bien sûr que oui, on va dire ça reste enfant, préadolescent, adolescent. Surtout la préadolescence, l'entrée dans la puberté, c'est une période de vulnérabilité, de fragilité. On est tous passés par là en tant qu'adultes. Et c'est vrai que les jeunes adolescents, les jeunes préadolescents sont des publics plus vulnérables, plus fragilisés à ce moment-là. Et pourquoi ? Comment expliquer cette vulnérabilité ? Elle est liée au développement, tout simplement. C'est une zone de passage. On quitte le monde de l'enfance pour le monde de l'adulte. Et autrefois, on utilisait beaucoup de rites de passage, par exemple. Et c'est vrai que nos sociétés contemporaines, on a moins cette dimension-là. Donc les adolescents vont, en groupe, vont utiliser d'autres formes pour pouvoir justement s'initier et avoir d'autres formes de rites de passage. Alors au pays, 36% de jeunes présentent déjà des problématiques d'addiction liées au tabac ou à l'alcool. Selon l'Agence sanitaire et sociale, c'est un chiffre supérieur à la France, mais aussi aux pays autour de nous, comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Comment expliquer cette situation ? Alors c'est peut-être endémique, là je suis un petit peu taquin, mais je pense qu'il y a une histoire liée aux produits, aux différents produits qui sont arrivés sur le territoire. C'est pas du tout, je dirais, ça fait quelques décennies pour le cannabis, quelques siècles, un peu plus d'un siècle pour l'alcool sur le territoire. Donc il y a aussi tous les produits, tous les stupéfiants qui sont amenés ne sont pas des choses qui étaient culturellement associées. Donc ça peut être une source d'explication en tout cas, une mauvaise utilisation des choses, en tout cas excessive et pas d'une manière adaptée. Et je pense qu'il y a un défaut sûrement d'apprentissage et d'accompagnement éducatif autour de tout ça. Et je pense qu'il y a aussi également une situation de mal-être global qui va amplifier ces comportements à risque. Alors un mal-être, mais comment expliquer ce mal-être ? Il serait dû à quoi ? Alors on peut le voir dans toutes les sociétés aujourd'hui, il suffit de regarder les informations ou d'être un petit peu attentif. On a une société qui va très vite, qui bouge très rapidement, qui est très exigeante par rapport à la jeunesse, donc c'est source d'anxiété, d'angoisse. On a peur du lendemain, on nous met dans une dynamique un petit peu, entre guillemets, inquiétante par rapport au climat, à la suite, à l'avenir. Donc vu qu'on est dans une zone de passage dans cette tranche d'âge-là, c'est
pas évident et la dimension anxiolytique peut être utilisée par ces produits-là finalement. Alors qu'il s'agisse des consommations de tabac, d'alcool et de cannabis, les jeunes âgés de 17 ans présentent globalement des niveaux d'usage supérieurs à ceux mesurés en France. C'est le bilan du rapport de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies paru en 2020. Dans le détail, on va le voir. On apprend qu'à l'âge de 17 ans, 7 Calédoniens sur 10 ont déjà fumé. Au niveau de l'alcool, 7 Calédoniens sur 10 toujours à 17 ans, 93% des jeunes ont déjà expérimenté l'alcool, contre 85% en France. L'usage quotidien de boissons alcoolisées concerne 3% des adolescents, soit le double du niveau observé en métropole. Et enfin, pour le cannabis, plus de la moitié des jeunes Calédoniens l'ont déjà expérimenté. C'est 16% de plus qu'en France. Alors, Grégoire Thibauville, est-ce que c'est un problème de jeunes ou toute génération confondue ? Alors c'est vrai qu'on cible souvent la jeunesse autour des conduites addictives ou des troubles du comportement liés à ça, parce que c'est eux qui font le plus de bruit, on va dire. Mais on peut regarder quand même dans les faits divers qu'il y a quand même beaucoup d'adultes qui sont concernés. Si on prend l'alcool au volant, etc. Donc on voit que ça touche quand même un large public et c'est bien sûr ça touche toutes les générations, avec différents types de comportements et de façons d'agir avec les produits. Donc on va avoir des nuances bien sûr, mais toutes les populations sont touchées. Justement, est-ce qu'il y a une ethnie plus concernée qu'une autre ? C'est toujours un sujet délicat de un petit peu sectoriser ou de stigmatiser une population. On sait une chose, et ça c'est mondial, que tous les peuples autochtones, tous les peuples premiers sont souvent les plus touchés par rapport aux autres populations sur un territoire. Donc en Calédonie, on n'échappe pas à cette règle-là, malheureusement. Le peuple premier et les peuples océaniens sont beaucoup plus touchés. Cependant, bien sûr que les Européens et les Calédoniens en général sont également touchés, mais moins que la population première. Et comment expliquer que ce soit les peuples autochtones ? C'est toujours par rapport à la culture ? On peut avoir plusieurs lectures, on pourrait avoir des lectures anthropologiques, sociologiques, et on pourrait en discuter, je pense, pendant longtemps. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est des populations qui ont été fragilisées par, entre guillemets, l'arrivée, les différents types de colonisation, l'évolution sociétale, le changement des us et coutumes, le bouleversement des cadres. Donc tout ça, la famille, etc., la tribu, tout ça, ça bougeait, beaucoup bougé, déstabilisé. Donc en fait, il y a une perte de repères, il y a des trous dans la transmission, et forcément, ça va être générateur de mal-être, de souffrance psychique qui peut être compensée malheureusement par l'utilisation de certains produits comme une forme d'auto-médicamentation. Alors comment on en arrive à être dépendant ? Marie Gounaël, tu as reçu un autre témoignage à ce sujet. Eh bien oui, le témoignage de celui que nous appellerons Dylan. Il a répondu à notre appel à témoins lancé sur les réseaux sociaux et voici une partie de son témoignage. J'ai 32 ans aujourd'hui, je suis consommateur, pas impulsif, mais c'est difficile pour moi de dire non à des amis ou à la famille quand on me propose de l'alcool ou du cannabis. C'est aux alentours de 19 ans que j'ai touché à la cigarette et au cannabis avec des copains du lycée. L'alcool, ça a été plutôt en 3e et c'est cet effet de masse, de groupe qui m'a entraînée pour entrer dans le moule de la bande. Une réaction, Grégoire Thibauville, il y a plusieurs aspects dans ce témoignage. Ça renvoie un petit peu aux échanges qu'on a eus sur la dimension de rite de passage. Donc c'est effectivement entre adolescents, entre jeunes du même âge, on va se laisser influencer et expérimenter et braver l'interdit concrètement, qui est quelque chose d'assez ordinaire à cet âge-là. L'idéal, c'est de le cadrer par le monde des adultes. La dimension, on voit qu'ils consomment assez tardivement finalement, mais que c'est une problématique très, très actuelle. Et une fois effectivement qu'on n'arrive pas à bien gérer sa consommation, on va avoir de plus en plus de difficultés à pouvoir finalement avancer avec ça et se retrouver dans des situations de dépendance avec des comportements effectivement compulsifs. Ouais. Est-ce qu'il y a des situations, des profils plus fragiles ? Alors, ce qu'on peut dire, nous, quand on accompagne les psychologues, les patients qui sont en travail psychothérapique, on constate que certains d'entre eux ont une vulnérabilité liée au parcours de vie, principalement beaucoup de polytrauma. Donc c'est vrai que quand on est un enfant et un jeune adolescent avec un parcours et un environnement familial plus difficile, plus compliqué, on va avoir plus facilement usage à ces produits-là. Alors, quelles conséquences cela peut avoir dans notre quotidien, au niveau santé, mais aussi social ? On retourne avec notre témoin, Dylan, qui a accepté de se confier à ce sujet, Marie Gounaël. Oui, Dylan nous a confié, je cite, être plus qu'addict au tabac, au point que s'il ne fume pas, son humeur change.
Une réaction, Grégoire Thibauville? Moi, je ne suis pas toxicologue, mais là, on sait tous malheureusement qu'il y a des toxiques dedans et qui génèrent une certaine dépendance. Certains sont plus sensibles à certains types de toxiques ou de molécules et du coup vont je dirais, s'engouffrer dedans. Voilà. Et ça va être plus difficile pour certains d'entre eux, effectivement, même s'il y a un suivi, je dirais, plus réfocal, ça sera pas évident de pouvoir s'extirper de cette dépendance. Et du coup, après, au niveau social et au niveau santé, comment ça se présente? On se retrouve éloigné des autres? Comment ça se passe? Ça va dépendre du type de consommation qu'on a. Beaucoup ont une introduction festive, entre guillemets. C'est souvent le mot fête qui revient, quelle que soit la consommation, que ce soit le cannabis ou l'alcool. Entre autres, si on prend ces deux-là. Cependant, ça prend plusieurs formes dans le temps. Et ce que je pourrais ajouter, moi, sur la dimension du cannabis ou du tabac, c'est souvent entremêlé. Donc, c'est qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on va prendre. Donc, c'est souvent un accompagnement, je dirais, assez subtil pour pouvoir les aider au mieux, ces patients-là. Oui. Alors, on parle d'alcool, de tabac et de cannabis depuis le début de l'émission, mais qu'en est-il de la consommation des autres drogues dites dures? Est-ce que c'est une problématique que l'on rencontre également ici sur le territoire? Alors, c'est important de situer aussi que l'alcool, c'est considéré comme une drogue dure aussi, sauf qu'effectivement, pour les Français, et la culture qui nous est amenée en Calédonie, elle n'est pas forcément entendue et vécue comme ça. Il y aurait une autre drogue dure, ce serait le sucre, mais je ne vais pas rentrer dans le débat, mais qui est quand même là une des portes d'entrée aussi de l'alcoolisme, et c'est important de le situer. Il y a de plus en plus de recherches anglo-saxonnes sur le sujet, le lien entre le sucre et les conduites d'alcool par la suite à l'âge adulte. Donc on voit que c'est un sujet qui peut commencer très jeune, très tôt, et effectivement il y a des terrains de vulnérabilité précoces. Ouais. Alors, comment faire pour sortir de ces addictions? Il existe des dispositifs pour accompagner les personnes qui le souhaitent et leur entourage. On fait le point avec toi, Marie-Gwenaëlle. Eh bien oui, il existe plusieurs ressources existent pour les personnes qui souhaitent être accompagnées ou se renseigner pour un membre de leur entourage. Pour les jeunes de 12 à 25 ans, il y a Déclic, un dispositif de l'Agence sanitaire et sociale qui accueille les jeunes consommateurs et leurs familles qui le souhaitent à Nouméa, mais aussi en brousse avec le DRAA, le dispositif de réinsertion et d'accompagnement en addictologie. Voici les numéros à joindre. Et pour les plus de 25 ans, ils peuvent se tourner vers le centre de soins en addictologie situé à Dimbéa-sur-Mer en face du Médipôle. Une équipe pluridisciplinaire propose des consultations gratuites. Pour ceux qui se situent aux îles, vous pouvez vous rapprocher des CMS, des centres médico-sociaux. Les étudiants peuvent se rapprocher de la CASE, la cellule d'accompagnement spécifique des étudiants située au campus de Nouville, qui est joignable au 290 195, et également à la MDE, la maison de l'étudiant, joignable au 290 057. Il y a également la Croix-Rouge qui a ouvert depuis 2020 un service de prévention aux addictions qui propose des interventions et des formations. Le service est joignable au 27 92 98. Et enfin, sachez que vous pouvez toujours vous renseigner auprès de SOS Écoute. Merci Gwenaëlle. Alors Grégoire Thibauville, est-ce qu'on a été bon, on a vu toutes les infos, ou est-ce qu'il y a d'autres pistes vers lesquelles les gens peuvent se tourner? Je pense que ce qui a été nommé sont importants. Il ne faut pas trop noyer aussi, j'irai vos auditeurs, vos téléspectateurs. Donc ces informations sont déjà essentielles et peuvent être la première porte d'entrée pour la suite du parcours. Alors comment ça se passe au niveau de l'accompagnement, du suivi de l'accompagnement qui est proposé? Sur quoi on va travailler pour faire en sorte que ces personnes sortent de ce cycle d'addiction? Alors ça va dépendre de l'âge du sujet, de sa motivation aussi. Il y a beaucoup de situations où ils sont un peu forcés. On pense aux jeunes où on les prend soit au lycée dans des situations d'alcoolisation forte, etc. Donc il y a tout un dispositif, je dirais, à la fois de repérage, de prévention, de sensibilisation. Alors il faut se dire qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas tout ça. Donc on est peut-être encore très exigeant, peut-être dur avec nous-mêmes sur les dispositifs en Calédonie. Donc je pense que par moment, il faut être un petit peu indulgent et se dire qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place de plus en plus. Il y a plein de dispositifs qui n'existaient pas il y a même 15-20 ans. Donc que tout ça, le temps que ça paye et le temps que ça fasse évoluer les mentalités, les générations, et il faut malheureusement du temps. Et c'est vrai que ce temps-là, aujourd'hui, dans une société de l'immédiat, on a l'impression que ça n'a pas d'effet. Ça aura des effets, mais c'est vrai que pour l'instant, ils ne sont peut-être pas suffisamment perceptibles au regard des chiffres que vous avez cités tout à l'heure. C'était l'objet justement de ma prochaine question. C'est vrai qu'il y a les dispositifs, les campagnes qui sont menées, et pourtant les chiffres sont toujours là. Le bilan est assez... il est là. Alors comment expliquer que c'est toujours aussi négatif? C'est comme vous le disiez, il faut le temps, mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs aussi qui entrent en compte?
Alors le temps, oui, pour le changement de comportement, et l'éducation, quand on rééduque une génération, il faut que cette génération-là puisse éduquer l'autre, et on voit bien qu'on est sur du 20 ans, du 30 ans, du 40 ans, et c'est vrai qu'on a du mal à avoir cette perception, je dirais, sur une temporalité étirée. Cependant, on peut déjà voir qu'il y a des comportements et des sensibilisations qui marchent, il y a de moins en moins de gens qui quand même utilisent le véhicule quand ils sont alcoolisés, il y a plus de dispositifs aussi pour amener les gens, etc., etc. Donc on voit quand même qu'il y a des évolutions comportementales et sociétales trop lente au regard des pouvoirs publics et des citoyens, mais qui est quand même enclenchée. Et au niveau de l'école, au niveau du scolaire, est-ce qu'il faudrait faire plus de campagnes de sensibilisation? Alors l'école fait déjà des choses, avec les enseignants, les instituts, il y a une sensibilisation, plus avec les différents acteurs qui peuvent rentrer dans l'école pour pouvoir travailler sur ces thématiques-là. Et c'est pareil, ça c'est le temps que ça puisse porter ses fruits, c'est des petites graines qu'on dépose depuis des années et qui vont, on peut l'espérer, adoucir les comportements des Calédoniens. Et il faudrait le faire à partir de quel stade? Dès le primaire? Dès le plus jeune âge, c'est des sujets qu'on doit aborder, parce que déjà beaucoup d'enfants ou trop d'enfants sont malheureusement témoins de situations de forte alcoolisation, de cannabisation, etc. Donc plus on aborde ce sujet-là en disant que c'est un problème de santé, que c'est important aussi de pouvoir en parler, de ne pas rester seul avec ça, ça serait, je dirais, moi, c'est les premières étapes, c'est dès le plus jeune âge, quoi, avec des mots adaptés, bien sûr. Alors, quelles solutions mettre en place pour stopper ce phénomène? Certaines communes ont fait le choix, par exemple, d'interdire la vente d'alcool. C'est le cas de Poum ou encore de l'île des Pins. À Lifou, l'expérience a été menée en 2020 lors de la crise sanitaire, au mois d'avril. Un mois après, habitants et institutions dressaient le bilan. Je vous propose que l'on regarde. Pour les habitants rencontrés ce matin à Oué, après plus d'un mois d'interdiction d'alcool, les avis sont partagés. On a de l'argent parce que voilà, on a arrêté un peu d'aller au magasin pour acheter des choses là. Là, maintenant, sur la route, quand on passe en voiture et tout, il y a moins de boîtes et puis on voit moins les jeunes devant les magasins. Il y a les gens qui ont envie de boire, faut les laisser boire. Les grands consommateurs d'alcool, ils ne peuvent pas rester sans consommer, quoi. Et si on laisse un peu plus de temps, ça va finir par arriver à des choses, aller dérober de l'alcool dans les magasins. On n'attend pas les accidents, on n'attend pas les gens qui pédent. D'habitude, il y a plein de choses qui arrivent par rapport à l'alcool ici. Habituellement sur l'île, 90% des accidents de la route sont dus à la consommation d'alcool. Pendant cette période d'interdiction, aucun accident de la circulation n'a été recensé. Même bilan du côté du dispensaire. Ça a des répercussions mais vraiment excellentes sur la santé. Ça a des répercussions du coup sur la baisse des accidents de la route, sur la baisse des personnes qu'on reçoit au niveau des dispensaires, venant au dispensaire à la suite de consommation excessive d'alcool. Une décision prise par les 3 grandes chefferies pour éviter les rassemblements. C'était important de mettre le point dessus, sur le fait d'arrêter complètement l'alcool pour pouvoir faciliter le travail des coutumiers sur le confinement. Alors Grégoire Thibauville, est-ce qu'interdire, ça vous semble être une solution ? On voit bien que ça peut avoir des effets sur les adultes. Donc, en tout cas, sur l'interrogation et le changement de comportement à avoir. Après, je rejoins certains qui disent qu'il y a vraiment une pathologie installée, il y a une vraie souffrance avec une vraie dépendance. L'interdiction ne suffira pas, la personne va être en manque et va tout faire pour pallier à tout ça. Mais sinon, la question d'interdire, c'est plutôt, moi je serais plus pour la notion d'éducation au quotidien, parce qu'on rééduquer les adultes, c'est aussi des fois remarquer un peu les limites, et que les autorités aient une fonction limitante par moment pour réinterroger un peu le comportement des citoyens calédoniens. Je pense que c'est indispensable. Et comment faire cette éducation à la maison et puis au niveau de, on en parlait un petit peu tout à l'heure, au niveau des structures scolaires? Alors, il y a l'école, bien sûr, mais il y a la famille. C'est-à-dire que, par exemple, la télévision a une fonction importante parce que c'est elle qui rentre dans les foyers, dans l'intimité des foyers. Et en proposant des débats ou des discussions comme celle de ce soir, ça permet effectivement de peut-être sensibiliser plusieurs membres de la fratrie aussi, les parents, et de pouvoir des fois aussi en discuter, dire que peut-être papa ou maman n'agit pas forcément comme il faudrait. Est-ce que moi, j'agirais pareil quand je serais plus grand? Et du coup, être déjà dans un processus de changement. Voilà. Allez, on va poursuivre sur une note un peu plus légère avec l'instant Info Insolite avec Marie Gwenaël.
Eh bien, on commence avec le Japon. Croyez-le ou non, la consommation annuelle d'alcool a diminué, voire chuté de 25% depuis 1995. Le gouvernement a donc lancé une campagne de promotion auprès des jeunes âgés de 20 à 39 ans. Le but est de stimuler les ventes de boissons alcoolisées. Alors, cette campagne s'appelle Sake Viva. Ça fait référence au nom de l'alcool de riz japonais. Et elle vient d'être lancée il y a 2 jours par un concours de publicité. Les participants ont jusqu'au 9 septembre pour soumettre leurs idées. L'addiction, c'est aussi les écrans ou encore la nourriture. On en parlait tout à l'heure. Une entreprise a créé la Kitchen Safe. C'est une petite boîte en plastique du type Tupperware qui a sur son couvercle un petit cadenas et un digicode. On la remplit de ce dont on est addict. Donc soit on met son téléphone dedans ou un paquet de cigarettes ou de la nourriture et on programme un nombre d'heures. La boîte va se déverrouiller donc à cette heure-là. La Kitchen Safe existe depuis des décennies, mais plus récemment, une entreprise de Shanghai a créé une version vraiment adaptée au smartphone. C'est la Keep In Box. C'est le même principe qu'une Kitchen Safe, sauf qu'elle a exactement la taille... Oui, beaucoup de technologie, c'est vrai. En ce moment, c'est un petit peu l'actualité. Elle a exactement la taille d'un smartphone et elle permet quand même de passer des appels d'urgence. Ok. Merci Marie-Gwenelle. Une réaction, Grégoire Thibouville? Je pense que c'est important on est dans les travailleurs du lien, on va dire du lien social, les psy entre autres, et c'est important que la technologie ne peut pas tout remplacer. Mais c'est intéressant de voir qu'on essaye toujours d'aller plus loin dans les outils pour aider certains d'entre nous. Cependant, le lien humain est beaucoup plus important. En tout cas, il faut surtout le privilégier dans les situations de dépendance. On arrive au terme de cette émission. Avant de nous quitter, je vous propose que l'on fasse un petit tour en cuisine avec une recette du chef Alphonse Cotier. C'est une recette de bouchée gourmande au Troca. On regarde. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement une bouchée à base de Troca. Mon petit frère il m'a ramené ça. Du coup, il dit ah surprise. Donc voilà. Alors les Troca, je vais les couper en deux. Juste dans le sens de la longueur. Je vais juste les couper en deux. Alors vu que les Troca sont pré-cuits au préalable, là, je vais vite faire revenir au beurre. Et puis après, je vais les dresser. C'est super rapide. Hein. En même pas 5 minutes, c'est prêt. Donc voilà, notre assiette est prête. Bon appétit à vous si vous êtes à la maison. Merci à vous deux d'avoir été avec nous sur le plateau. Et merci à vous de nous avoir suivis. Belle soirée en notre compagnie.